Merci beaucoup Leslie. Donc nous allons commencer avec notre débat en ce qui concerne la coloration et les défis et les possibilités. Alors lui, notre modérateur aujourd'hui va présenter les animateurs. Gordon Floyd. Thank you, Nathaniel. Merci, Nathaniel. Nous sommes à déménager quelques meubles. En fait, ce championnat, c'est une bonne façon de se cheminer vers la fin du sommet. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Alors, voyez ici la résolution qui sera débattue. Il est résolu qu'une collaboration plus étroite au sein du secteur ne produira pas de meilleurs résultats. Notre secteur essaie constamment d'améliorer la collectivité et de nous améliorer nous-mêmes. Une des deux choses dont on a beaucoup discuté au cours des 2 derniers jours, au cours des dernières années en fait, c'est la meilleure collaboration et parvenir à de meilleurs résultats. Alors aujourd'hui, nous allons explorer la possibilité que ces deux buts pourraient bien se retrouver dans une situation de conflit. Alors, nous avons un panel de champions, panélistes qui vont discuter de cette question. Je devrais dire d'ores déjà que tout le monde dans cette salle ici pourrait prendre l'une ou l'autre de des positions par rapport à cette résolution. Je vous demande de vous rappeler que, alors que les débatteurs s'installent, ils veulent provoquer, ils veulent stimuler. Peut-être qu'ils ne présentent pas toujours la position à laquelle ils croient fermement, mais je pense qu'ils vont nous donner beaucoup de matière à réflexion, vous en conviendrez. Et prêtez attention parce qu'après que les débatteurs aient terminé leur présentation, vous aurez 15 minutes à vos tables pour essayer de déterminer quels arguments, soit en faveur ou contre, ont eu le plus d'impact pour vous et pourquoi. Alors, les formats qu'on utilisera, c'est le format classique de débat. Un de nos débatteurs va parler en faveur de la résolution, alors que l'autre parlera contre la résolution. Ils auront 6 minutes chacun, et puis il y aura 2 répondeurs, si vous voulez, qui vont s'exprimer par rapport à l'une ou l'autre des positions, ou peut-être même les 2 positions s'ils le veulent. Et chaque débatteur aura 4 minutes pour faire leur dernier commentaire avant de vous laisser décider quels étaient les arguments, en fait, qui ont eu le plus d'impact pour vous. Je sens que peut-être qu'on devrait y avoir un gong ou un hymne quelconque. Voilà. Mesdames et messieurs, nos débatteurs. Pour la résolution, on a un professeur de sciences politiques dans 25 ans, qui a pris 9 ans comme chef de département. Il est auteur de plus de 20 livres. Il a pu remplir toute une serviette, en fait une boîte de livres. Il est membre de la Société royale, ancien président de la Société des sciences politiques. Il a reçu le prix Peter Owen aussi pour les dossiers. Il a son diplôme de premier siècle de la Colombie-Britannique, doctorat de sciences politiques de Stanford, en Californie. Il sera vraiment impressionnant comme débatteur, je suis certain. Mais il doit affronter
quelqu'un qui a commencé sa carrière comme gardien de prison. Il faut faire attention. L'honorable Francis Lincoln, ancien président, ancienne présidente et directrice générale de Centraide Ontario. Elle a travaillé aussi 4 années dans les chambres les législations. Elle a fait la recommandation sur comment les contributions aux organisations. Elle a fait un examen des systèmes électoraux. Et les comités consultatifs et le conseil de presse aussi et d'autres rôles au niveau communautaire. On lui a remis la médaille du jubilé de la reine, le prix de directrice générale de l'année et beaucoup d'autres prix, la femme de l'année et le prix de Chambre de commerce de Toronto pour les bâtisseurs de communauté, en plus de médailles que Gretzky. Et elle siège aussi au comité d'examen de renseignement de sécurité du gouvernement. Attention, Rogers. Il y a 2 autres aussi répondeurs en fait distingués. Michel Gauthier, coordonnateur de projet. Une coordonnatrice de projet. Michel avec double L, directrice coordination au Conseil des hôpitaux universitaires. Elle a eu plusieurs postes au niveau de levée de fonds, de planification d'événements. Elle a été bénévole pendant très longtemps dans des organismes qui appuient la santé mentale, toxicomanie. Elle est bénévole à Imagine Canada pour l'instant, où elle fait, comme on m'a décrit, du travail de politique vraiment impressionnant. Elle a étudié les sciences politiques à l'Université de Western Ontario et la gestion des secteurs sans but lucratif. Ryzen vient de terminer une maîtrise en politique publique, gestion politique publique au Royaume-Uni. Marcel Camille, directeur de communication de la Fondation Vancouver. Elle s'est jointe à la formation après avoir pratiqué le droit à Vancouver, à New York, en tant que directrice de gouvernance. Elle a aidé la Fondation à mettre en place des systèmes de gouvernance exhaustifs. Elle a joué un rôle central dans le processus de planification stratégique. Elle a étudié l'économie et les affaires internationales en Western Ontario et en Colombie-Britannique. Elle a aussi fait des études dans le cadre d'échanges au Mexique, en Espagne. Elle a travaillé aussi avec l'ACDI en Chili. Elle a cofondé et présidé le conseil d'administration de l'association des jeunes Afghans de la Colombie-Britannique qui assiste les jeunes Afghans dans un programme de mentorat géré exclusivement par des bénévoles. Alors, les débatteurs et les répondeurs. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, chaque débatteur a 6 minutes. Nous allons commencer avec Roger Gibbons qui parle en faveur de la résolution. Donc, il est résolu qu'une collaboration plus étroite au sein du secteur ne produira pas de meilleurs résultats. Roger, à vous la parole et on vous demande de venir au micro pour qu'on vous voit bien de l'arrière de la salle. Merci beaucoup. Assis, c'est une ronde de championnat. C'est un peu comme David, en fait, qui jouait de sa fronde. Mais j'essaierai de le faire en 7 minutes. Non, 6 minutes. Eh bien, je vais essayer de le faire en 6 minutes. Robert Hopkins, Putman, en fait, son analogie de bowling alone, donc jouer au hockey seul, pour faire état de la situation de la vie communautaire aux États-Unis. En fait, j'essaierai de faire bowling alone une vertu en disant qu'une collaboration plus étroite au sein du secteur ne produira pas de meilleurs résultats. Donc, si on veut arguer contre la collaboration dans ce tour d'histoire, si après tout le monde soit levé et chanter avant le lunch, en fait, c'est comme de dire que les ours polaires, en fait, ce sont de mauvaises créatures qui devraient se noyer. Non. De toute façon, on peut arguer
contre cette résolution. Mais quelques réserves, premièrement. Mon point de vue est celui de la collectivité des groupes de réflexion qui représentent une petite partie du secteur de OSBL. Mais c'est cette partie du secteur que je connais après 14 années avec la Canada West Foundation, fondation de recherche. Et nous collaborons aussi constamment. Ce n'est pas une question blanc et noir. Mais j'essaierai d'arguer qu'en tant que stratégie opérationnelle, parfois c'est mieux de fonctionner seul, de jouer au quilles seul. Et je vais mettre l'accent sur les résultats organisationnels plutôt que sur les résultats sociétaux, parce que vos gains, en fait, pourraient différer des miens. Alors, 9 choses. La collaboration, premièrement, utilise beaucoup de ressources organisationnelles. Je passe beaucoup de mon temps dans les activités de collaboration. Je le fais au dépend de temps qui pourrait être investi plutôt dans la gestion, réflexion, l'écriture et le mentorat. Alors, je me sens comme si je suis un actif utilisé par d'autres, mais moins un actif au profit de mon équipe. Donc, la collaboration, en fait, présente un coût organisationnel élevé. Deuxièmement, la collaboration peut en fait nuire à une image de marque d'un organisme ou la rendre plus vague. Des organismes peuvent se perdre. Les médias, en fait, encouragent des voix uniques. En fait, quand est-ce qu'un article du Globe and Mail a été créé par tout un groupe? Ça ne se produit jamais. Troisième chose, les groupes collaborateurs ou les coalitions, en fait, ont peut-être moins de poids politique que bien les organismes qui présentent le même genre d'arguments, mais qui reposent sur leur propre perspective organisationnelle. Peut-être la stratégie la plus influentielle, en fait, c'est plusieurs petits points lumineux, plutôt qu'une seule lampe électrique. Aussi, point suivant, en fait, la collaboration, ça ne fonctionne pas comme stratégie de levée de fonds. Dans mon monde à moi, on subventionne des initiatives personnelles plutôt qu'une grande organisation. En fait, les concurrents, en fait, recherchent le même financement que moi. Et finalement, les équipes de hockey ne collaborent pas pour essayer de remporter la Coupe Stanley. Et les groupes de réflexion non plus. Cinquièmement, collaboration va contre le mantra de tous les CA de centres lucratifs. Le slogan en question, le mantra, c'est concentrer, concentrer, concentrer. Alors que pour ce qui est de la coopération, il faut laisser tomber son mantra de l'organisation, essayer de poursuivre un but commun. Donc, sixième, dans le monde politique, au moins, la collaboration peut éliminer certaines nuances politiques. Ça amène trop rapidement à une position de compromis et ça rend le débat politique moins subtil que ce qu'il devrait l'être. Septièmement, c'est difficile de collaborer si votre actif principal, c'est la capacité intellectuelle et votre capital intellectuel. Alors, par exemple, considérons les universités. Pourquoi les universités ne collaborent pas davantage? Eh bien, surtout dans une situation très concurrentielle, ils exercent le capital international. Les universités ne permettent jamais la collaboration, nuire à leur propre avantage coopératif dans la poursuite de réputation, d'argent et de subventions. Les recteurs, en fait, sont embauchés, en fait, pour battre la concurrence. Certains sont très bons en la matière. Huitièmement, dans le monde politique, c'est le rôle ultime des politiciens de trouver un lieu commun, un terrain d'entente, de faire des compromis. Alors, on devait le faire dans le monde des groupes de réflexion. Ça ne mènera pas à des bonnes politiques publiques, à mon avis.
finalement, la collaboration, c'est un phénomène qui a tendance à être du haut vers le bas. Mais les gens ne savent jamais quelle sorte de collaboration je vais imposer. La collaboration, en fait, ne vient pas de la base, en fait, c'est imposé par des PDG. Alors, pour conclure, je reviens à ce que disait Putman. En fait, lorsqu'on est dans la salle de quilles en tenant une boule de quilles, en fait, nous sommes seuls à jouer au quilles. C'est le joueur individuel ou l'organisme individuel avec ses capacités. Et c'est pas l'équipe qui va déterminer si on fait un abat ou si la boule de quilles va se retrouver dans quel niveau. Merci beaucoup. Merci, Rogers. Rogers a parlé maintenant 6 minutes pour parler contre la résolution. Francis Lunkin. Merci beaucoup. Lorsqu'on discutait du sujet qui allait être choisi pour le débat, on s'inquiétait de ce sujet-là. On ne savait pas qui aurait la bravoure de arguer pour le contre. Alors, moi, je réfléchissais, je dis, bon, pourquoi toute cette préoccupation? On n'est pas vraiment d'accord avec la résolution. Ce que dit Roger, parce qu'on a tous des principes dans cette salle. Ça veut dire que nous agissons selon ce qu'on dit. Et nous prêchons par l'exemple. Et si je regarde dans le secteur et je vois tellement d'indications d'actions collaboratives, eh bien, ça doit confirmer le fait qu'on est d'accord avec ce que dit Rogers et la proposition. En fait, nous sommes le secteur qui a lancé l'expression co-pétition, en fait. J'ai parlé à quelqu'un qui, chaque jour, disait que nous collaborons le matin et nous coopérons l'après-midi. Comme c'était un attribut, en fait, louable. Bon, on parle beaucoup de coopération. On en a parlé beaucoup les 2 derniers jours. Mais je vous suggérais qu'on en parle comme étant un engagement rhétorique. Et ce que je veux dire par ça, c'est la définition de rhétorique. C'est-à-dire que c'est un langage conçu pour avoir un effet persuasif auprès de l'auditoire, mais perçu comme étant faible en sincérité. Alors, j'ai été politicien, quand je parle de rhétorique, je sais de quoi je parle. Bon, quels sont les défis de travailler de façon plus collaborative? Roger en a parlé, et ce sont des excuses à mon avis. Quelle est la raison pour laquelle on devrait laisser tomber ces excuses et de mieux coopérer? Alors, un bref sondage, si vous me permettez. Alors, dites-moi combien de temps il me reste. Merci. Combien d'entre vous travaillez à régler des problèmes très complexes, des choses qui semblent impossibles? Levez les mains, gardez-les élevées. Pauvreté, l'équité des revenus, logement, agriculture, laissez vos mains levées. Expression créatrice, durabilité, environnementale, changement climatique, sport, récréation. Alors, j'en oublie. Laissez les mains levées. Combien d'entre vous, en fait, ont résolu un problème difficile ou avez atteint la mission de l'organisme? Gardez vos mains levées. Bon, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais comme Dr. Phil dirait, comment ça va pour vous jusqu'à maintenant? Alors, j'aimerais suggérer qu'on pourrait aborder les choses de façon très différente. Et je vais m'inspirer de ce que dit Nature. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on s'y mettait? Donc, imaginez qu'on puisse se réunir pour établir un but collectif avec plusieurs autres personnes de divers secteurs. Imaginez qu'on allait concevoir une stratégie pour parvenir de là où nous sommes présentement au but recherché. Et si on devait regarder autour de la table et dire qui peut contribuer quoi
pour nous faire parvenir à ce but recherché. Imaginez si on pourrait trouver quels sont les jalons, les étapes à franchir pour atteindre ces buts. Imaginez si on évaluait, si on apprenait et si on ajustait une stratégie au fur et à mesure. Imaginez si on pouvait célébrer nos contributions plutôt que de célébrer la contribution. Imaginez Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va? En fait, j'ai participé à un atelier hier au sujet de communiquer l'impact qu'on a dans le secteur. On se perçoit comme étant un secteur qui traite de problèmes insolvables, qui travaille dans des problèmes, en fait, très difficiles, qui perdurent. Alors, je veux parler de résoudre des problèmes très difficiles. Je veux parler des familles qui ne vivent plus dans la pauvreté. Et Ottawa, Piscat ou peu ailleurs, partout ailleurs au pays. Je veux de l'action et je veux travailler avec toutes les ressources qu'on peut rassembler dans cette situation très fortunée qu'on a. On peut mobiliser les ressources d'une société compatissante avec l'appui d'incitatifs fiscaux et autres. On a tellement de ressources à notre disposition et nous avons tellement de responsabilités à atteindre les buts recherchés. On n'a pas tous les incitatifs en place. En tant qu'ancien PDG, mon conseil ne m'a jamais récompensé pour la coopération que j'avais donnée. Lorsqu'on atteint le 120 millions de dollars de levée de fonds par année, quelqu'un pourrait dire, bon, célébrer ce montant-là et dire, voici le progrès réalisé. Mais personne ne m'a posé la question. Dans les quartiers où on a travaillé, combien de gens obtenaient leur diplôme d'études secondaires, où on a ces programmes, ou dans ces quartiers pauvres où il y a des taux de diabète qui montent en flèche. Comment est-ce qu'on a pu faire en sorte que les supermarchés qui avaient délaissé ce quartier de revenir pour apporter des produits frais, des fruits et légumes? Personne ne m'a posé la question au sujet des jardins communautaires. Toutes ces choses se faisaient, mais on n'avait pas établi un objectif. On n'avait pas dit qu'on allait éliminer le diabète dans une génération dans ce quartier. On n'a pas dit dans une école, dans 5 ans, il n'y aura aucun décrocheur dans l'école. On peut imaginer un Canada différent. Et on peut y parvenir si on apprend à réformer notre système. Donc, j'entends par ça avoir des différentes relations, différents rapports, de mettre de côté les structures organisationnelles et nous concentrer sur l'objectif qu'on veut atteindre, de laisser tomber nos égos, de retrousser nos manches et de faire le travail. Imagine Canada. Ah, voilà. Que disent nos répondants? Michel, d'abord. 4 minutes. Je vais peut-être être d'accord avec les deux parties, de fait. Je vais prendre une approche équilibrée. Je pense que tout le monde est en réaction à la collaboration, c'est que on peut travailler ensemble. Mais je pense que, comme Roger l'a dit, lorsqu'on travaille ensemble, il y a différentes pièces. Tout d'abord, il y a un processus où c'est tout un défi que de rassembler toutes les pièces. Et en me préparant pour aujourd'hui, je me suis rendu compte que le gros de l'information sur la collaboration, sur le travail ensemble, manque d'éléments de preuve de prouver que nous avons des résultats en collaborant. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de preuve. Le gros de l'information est sur une collaboration progressive et pour en arriver à un processus qui réussit. Je pense que le manque de preuves produit de meilleurs résultats. C'est peut-être à cause de l'absence de... C'est très difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources.
on se concentre à établir les clés du succès plutôt que de travailler sur les résultats. Il y a certains résultats qui sont plus faciles que d'autres à mesurer et l'évaluation nécessite du temps et de l'argent. Certaines réussites, par exemple, l'efficacité de l'augmentation des coûts, de meilleurs services de qualité sont difficiles à mesurer. Autre chose, comme Francis a signalé, ne le sont pas. Les avantages, l'efficacité des voisinages et de la population n'est pas vraiment mesurable. Et la collaboration n'a peut-être pas une incidence directe sur la prestation de services, mais d'augmenter le nombre de services auxquels ont accès les clients non plus, ce n'est pas facilement évaluable. Je pense que tout le monde est d'accord que la collaboration nécessite beaucoup de temps. C'est peut-être frustrant. Par contre, avec les bons joueurs et les bons éléments, on pourrait se surpris de voir les résultats acquis. Donc, ce manque de preuves, c'est un appel à l'action pour le secteur. Ça justifie le temps, l'argent consacré. En tant que jeune dirigeant, je ne pense pas qu'il y a une activité de collaboration à laquelle j'aimerais participer en particulier. Je crois qu'il y aura toujours des leçons à apprendre et j'espère que je pourrai mesurer les résultats au fur et à mesure que nous évaluerons. Mais je vais continuer à collaborer parce qu'en fin de compte, je pense que dans la mentalité, deux têtes valent mieux qu'une. Merci, Michel. Et maintenant, notre dernier répondant, Fauchise. Je suis un peu comme Michel, je suis d'accord avec Roger et Francis. Mon opinion à l'égard du sujet est une réponse d'avocat typique. Plus de collaboration produit de meilleurs résultats si la collaboration est bien faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons beaucoup du fait de collaborer ou pas, mais on ne dit pas comment collaborer et comment on collabore pour avoir une incidence sur le résultat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il doit y avoir une entente complète avec des buts bien définis, des responsabilités, des tâches, un échéancier et un élément de mesure pour garder les deux parties au jeu. Comme Gordon l'a mentionné, je suis un avocat en rétablissement. J'ai déjà été avocate et je traitais de fusion et de partenariat, différentes formes de collaboration, quoi. Et dans mon rôle, je rédigeais beaucoup de ces ententes-là. Et l'entente la plus courte avait 30 pages, la plus longue en avait une centaine, pour définir la relation. Et ce que j'en ai appris, c'est que la clé à une bonne collaboration n'était pas nécessairement d'avoir une entente de 40 pages, mais prendre le temps de discuter et de convenir des termes clés d'abord. Et quels sont-ils ces termes clés? J'ai pensé en repasser quelques-uns. Premièrement, identifier qui sont les parties en collaboration. Il faut énoncer l'objectif de la collaboration et comment on va y arriver. Est-ce que ça ferait partie d'une entité séparée? Est-ce qu'elle sera autonome? Tout simplement réfléchir à la façon de fonctionner de la collaboration. Et quelle est la durée? Mais quand commence-t-elle? Quand se termine-t-elle? Et si, avant la fin, une des parties veut sortir de cette collaboration, si la nouvelle entité veut se présenter et continuer la collaboration. Troisièmement, il faut définir dans l'entente quelle est la contribution initiale de chaque entité. Est-ce qu'une contribution en argent, en personnel, en connaissance? Et si la collaboration a besoin d'une contribution additionnelle, quel est le processus pour ajouter cette collaboration additionnelle? Quatrièmement, quelle est la gestion? À quoi ressemble cette gestion de la collaboration? Y aurait-il un comité consultatif pour traiter de décisions clés ou la gestion quotidienne sera-t-elle remise à une organisation, bien que chaque décision clé devrait être prise conjointement? Tout cela est tellement important pour le secteur, il y a peut-être des gestes interdits ou des décisions que nous aimerions mettre en valeur avant le temps et élaborer un processus. Plus on y réfléchit au préalable, moins les entités seront frustrées si jamais un problème se présente.
Donc, cinquièmement, si un problème, un enjeu se présente, comment le résoudre? Cette collaboration doit avoir un mécanisme de résolution de différents. Et sixièmement, à l'occasion des collaborations représentent des atouts établis conjointement. Et qu'arrive-t-il à la collaboration une fois qu'elle est terminée? Qui est propriétaire des atouts, des biens? Donc, il y a plusieurs éléments, plusieurs enjeux, mais tous peuvent se régler. Les parties peuvent se lancer dans la collaboration sans réserve et la collaboration aura une bien meilleure chance de succès. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci aux répondants. Et maintenant, c'est le temps de la réplique. Francis d'abord, 4 minutes, et suivi de Roger. Bien, comme vous voyez, et vous êtes tous au courant personnellement, il y a différents éléments et il y a un équilibre à rechercher. Il y a des éléments d'un mandat organisationnel qui sont axés sur l'individu ou auxquels on fait travailler individuellement. Mais il y a des enjeux bien complexes que nous pourrons résoudre bien mieux et des enjeux à faire évoluer si on comprend comment collaborer. Dans les quelques minutes que j'ai, j'aimerais vous parler de la façon de faire. Premièrement, les mots du gouverneur général qui disait que parler de bâtir une grange, c'est une métaphore bien colorée. On parle de gens qui ont différentes compétences, différentes connaissances, mais qui ont un seul et même but. Mais chaque grange est unique. Une grange, c'est un objectif assez simple. Mais dans notre secteur, si on parle d'une grange rouge, une grange bleue, une grange pour les vaches, quoi, mais la métaphore est toujours bonne lorsqu'il s'agit de rassembler les compétences. Mais il y a beaucoup de collaboration pour avoir une incidence. John Kenya, je lui ai emprunté ces mots parce qu'il représente beaucoup du travail et de la réflexion qui se font. Les conditions nécessaires, il nous faut une compréhension commune du problème, donc rassembler les gens et en discuter pour en arriver à une entente commune. Il faut une entente sur un ensemble de stratégies pour régler le problème. Il nous faut l'accord d'être une action conjointe pour régler le problème et il faut se tenir mutuellement responsables. Il faut un système de mesures partagées. On a parlé de la difficulté à mesurer, mais il faut comprendre où on s'en va, à quoi ressemble la carte géographique et quelles sont les conditions en cours de route, comment on arrive aux différents jalons. Il nous faut des communications continues sur la responsabilité, l'évaluation, l'apprentissage et la communication vers l'extérieur. On a besoin, la collaboration peut être difficile, frustrante, mais ça demande de l'appui. Et on a besoin des donateurs. Il y en a plusieurs ici dans la salle, il y en a plusieurs que nous connaissons, et il y en a plusieurs qui ont hâte d'investir pour avoir une incidence. Et je pense qu'il faut justifier pourquoi ce genre de travail difficile, de collaboration, nous permettra d'atteindre certains résultats. Hier, notre maire, on l'appelle tous notre maire a donc parlé du fait qu'il faut se concentrer sur les résultats, qu'il faut mettre à contribution les talents des gens. C'est vraiment regrouper la communauté. Emmanuel Smith a parlé de ce qui importe, ce sont les résultats qui sont aussi importants que le processus. Et j'aimerais ajouter à cela, parce qu'à mon avis, le processus, rassembler les gens pour atteindre cet objectif, c'est établir ce sentiment de communauté, de partage, de propriété partagée de l'objectif. Les résultats sont importants. Et tout ça se fait par le processus. Et on n'a pas toujours obtenu les résultats que nous voulions, mais il est temps de réfléchir et voir comment faire les choses différemment. Et dans cette conférence-ci, on parle de 4 thèmes, et nous sommes tous d'accord qu'il y a beaucoup de valeurs à nous retrouver ensemble. Par exemple, l'atelier auquel je participais hier, où on parlait d'une voie commune pour communiquer notre incidence. J'aimerais que nous le fassions, mais qu'on aille un petit peu plus loin, qui est de prendre une action commune pour obtenir les résultats que nous cherchons dans la société. Merci beaucoup. Et finalement, Roger, 4 minutes.
Je suppose que mon plus gros défi, c'est de tenter d'établir la collaboration sur une grande et lui donner une grande portée. Nous avons été fortement impliqués dans des efforts de collaboration pour élaborer une stratégie canadienne de mobilisation. Et nous avons fait, j'ai vu un trou noir financier et j'aurais peut-être à me retirer de cette activité de collaboration parce que je ne peux pas me permettre d'y demeurer. Non, nous voulons tous avoir la paix dans le monde, mais si je m'adresse à mon organisation, que je parle à mon personnel et à mon conseil, et je lui dis que dorénavant, on se concentre sur éliminer la pauvreté, je veux dire, l'exode par la seule porte va être mené par les bailleurs de fonds. Et le dernier va dire, ferme les lumières quand tu sortiras de la pièce. Donc, je pense que c'est une question d'échelle. Il est plus facile pour les plus grandes organisations de faire ce travail de défrichement de la collaboration que les plus petites organisations. Francis a dit qu'il faut mettre de côté nos silos organisationnels. Comme dans le cas des grandes organisations comme Centraide, par exemple, c'est comme dire le chat qui dit à la souris, collaborons, bien dans une certaine mesure. Alors, c'est le défi, je crois, de tenter d'atteindre ces deux objectifs. C'est intéressant que les groupes de discussion qui réussissent le mieux, nommés en hommage à une rivière de la Colombie-Britannique, le groupe de discussion pour ce qui est le plus réussi en termes de personnel et de ressources financières, n'a pas d'élément de collaboration. Il ne collaborera jamais pour vous aider à traverser la rue. Par contre, le groupe semble bien réussir. Donc, la collaboration est un élément important du monde dans lequel j'ai vécu. Mais cela soulève des questions de durabilité organisationnelle. Et c'est un dilemme, à mon avis, un dilemme que les organismes petits et moyens ont à faire face. C'est important, donc, de ne pas s'emporter dans une ruée vers une collaboration pour ensuite négliger nos responsabilités en tant que président ou PDG individuel en vue d'une durabilité organisationnelle. Alors, j'aimerais dire, et je m'excuse, c'est peut-être le temps de se tenir debout et chanter que je vais le faire à ma façon. Alors, vous avez entendu les membres du débat, et maintenant, c'est à vous. Pendant 10 minutes, discutez avec vos collègues pour tenter d'identifier le point pour ou contre qui vous a frappé le plus et pourquoi. Utilisez votre portable pour communiquer vos conclusions, pour communiquer avec les gens d'en avant, et on va vous retrouver dans 10 minutes. Okay, here we go. C'est reparti. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions aux tables. Et ceux qui ont recueilli vos commentaires ont travaillé comme de vrais castors. J'ai un résumé des points que vous avez soulevés à vos tables que je vais partager avec vous maintenant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un assez bel équilibre. Des commentaires qui sont à l'appui ou contre le débat. Donc, il est résolu qu'une collaboration plus étroite au sein du secteur ne produira pas de meilleurs résultats. Voici quelques points, quelques-uns de vos commentaires. Dans une collaboration financière, quelqu'un ne gagne vraiment. Il y a toujours un partenaire qui l'emporte sur l'autre. C'est ce qui vous a frappé. Une incidence collective est un modèle de réussite, de collaboration.
mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de telle réussite. C'est dispendieux et difficile à mesurer la collaboration, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas le faire. Une troisième table dit, la collaboration est un risque, mais c'est nécessaire pour produire des innovations. On n'innove pas si on ne collabore pas. Une autre table dit, la collaboration est utile, mais elle doit être bien faite et dans les bonnes circonstances, cas par cas. Un point qui a frappé une autre table, on a vu la collaboration, mais on finance ainsi des organisations. Cette table-là dit qu'elle n'était pas d'accord avec cela. Et quelque chose d'intéressant ici, là. Donc, ils ne sont pas vraiment d'accord avec cet énoncé. Ils ont quelqu'un à la tête qui dit que la collaboration fait épargner de l'argent, que les réseaux et les coalitions, on ne les écoute pas. Ah non, c'est pas vrai, pas ça. Deux points différents. Le premier argument de cette table, ils ont triché. Ils étaient censés en faire seulement un. Combien de points les bailleurs de fonds n'appuient pas la collaboration dans les organismes récipiendaires? Ouais, je suis pas d'accord avec les bailleurs de fonds, seulement lorsqu'ils remettent des chèques. La deuxième chose à cette table, c'est que les réseaux, on n'écoute pas les réseaux, les collaborations, seulement les organismes qu'on écoute. Donc, ils sont vraiment contre. Donc, un autre commentaire. C'est pas... La collaboration, en fait, ne coûte pas toujours de l'argent. Ça peut permettre des économies, partager des installations, des services, etc. Et concluons avec un commentaire d'une des tables qui a trouvé quelque chose avec lequel ils peuvent être d'accord. Chez les deux parties, Roger et Francis. Ce que Roger a dit, c'est l'analogie, en fait, de l'éléphant et la souris, en fait, les conflits culturels, en fait, qui peuvent découler de la collaboration entre deux partenaires inégaux. Et Francis dit, bon, il n'y a pas un fait de preuve probante des fruits de la collaboration, de son absence, mais personne ne le demande. Un autre commentaire. La collaboration, en fait, ça dépend des enjeux et du temps opportun et des ressources. La collaboration fonctionne mieux lorsqu'il y a du respect et d'égalité au niveau des ressources. J'espère que vous allez avoir plus de réflexions au fur et à mesure. Merci beaucoup.